J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Alors, nous allons faire ce petit direct pour parler aux Ivoiriens, pour parler à la population de Côte d'Ivoire. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, qui n'a pas fort aux yeux, l'homme qui ne marche pas. C'est mon pour aussi m'appeler d'une va la vie, l'homme n'est rien gouverneur, italien, docteur, moi, on appelle mon boum. Laisse-moi mourir 5 plein droit, el padrino, camari des ou la mouja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la guerre civile de l'opposition contre les pauvres militants du RADP. C'est très important de préciser ça ainsi. Alors, je vous exhorte de publier ce direct, publiez ce direct massivement et abonnez-vous sur la page de fin des petits bateaux politiques, afin que vous puissiez suivre tous les directs qui se dérouleront sur la page. C'est très important. Alors, je reviens au sujet, voilà, principal. Pour commencer, j'aimerais m'adresser aux militants du RADP. Vous savez, ce qui se passe à Dabou, ce n'est qu'une distraction en fait. Ils sont là distraire le pouvoir ivoirien. Il y a des vraies villes où les vrais mercenaires sont installés en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe à Dabou, c'est pour attirer l'attention du gouvernement sur Dabou, afin de frapper les autres villes. Dabou est situé où? Regardez bien Dabou sur la carte de la Côte d'Ivoire. Dabou est situé à côté d'Abidjan. Mais Dabou, après Dabou, là, il n'y a plus de trucs de ville. Parce que après Dabou vient l'océan Atlantique. C'est-à-dire derrière Dabou, c'est la mer. Est-ce que vous comprenez? Derrière Dabou, là, c'est la mer. Bon, si ils ont trouvé des rebelles, des mercenaires libériens et des mercenaires guinéens à Dabou, mais ceux-là, ils ont fait comment pour traverser toute la Côte d'Ivoire jusqu'à venir se cacher à Dabou? Voilà la question. Mais Libéria, là, Libéria, c'est pas Dabou. Hein. Guinée, là, c'est pas Dabou. Dabou, c'est à côté d'Abidjan, c'est à 50 km d'Abidjan. Ça veut dire c'est pas loin, c'est proche d'Abidjan. Et Abidjan, c'est la capitale politique, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et Yamoussoukro, la capitale politique. Bon, si ces mercenaires ont traversé toutes les villes en quittant le Libéria, en quittant la Guinée, en traversant toute la Côte d'Ivoire pour venir s'installer à Dabou, des armes qui réussissent à traverser toute la Côte d'Ivoire pour venir s'installer à Dabou, c'est-à-dire venir cacher des armes à Dabou, vous comprenez que les autres villes sont déjà infectées. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais ce qui m'agace là, c'est que les militants et les militantes du RADP sont dans chaque ville et dans chaque village ivoirien. Où étaient ceux-là? Pourquoi ils n'ont pas dénoncé cela? Je ne comprends pas. C'est-à-dire, on se dit militant, on se dit militante, on se dit on lutte pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, on lutte pour la stabilité du pays, on soutient Alassane Ouattara et on laisse des bandits s'infiltrer dans nos villages où on vit, dans nos villes où on vit, dans nos régions où on vit, et personne ne dénonce. Et quand la catastrophe vient, oui, c'était des mercenaires, ils nous ont tués. Mais écoute, mais si tu laisses le démon venir chez toi, dans ta maison, et que tu ne dis rien, mais tu t'attends quoi? Mais il vient massacrer tes enfants, il vient manger tes propres enfants. Même si toi-même tu ne fais pas attention, il va te bouffer aussi. Donc si vous, militants et militantes du RADP, vous laissez ces mercenaires, je n'arrive pas à comprendre. Tu vis dans un village, tu ne connais pas les habitants de ce village. Ou bien toi aussi tu es étranger. Parce que quand tu vis dans un village, normalement, tu dois connaître les habitants de ce village. Et je sais que partout en Côte d'Ivoire, où se trouve chaque village, il y a des militants du RADP. Il y a des militants du RADP, que ce soit les autochtones, même les habitants qui habitaient dans ce village, qui parlent la même langue, parmi eux, là, il y a des militants du RADP. Et ceux qui sont quittés dans d'autres villes pour venir
vivre là avec ceux qui y habitaient avant. Parmi eux, il y a des militants du RADP. Donc, entre eux, villageois, ils se connaissent. Ils se connaissent. Mais vous voyez des gens qui viennent dans le village, ils sont nombreux. Ils sont étrangers. Mais vous ne pouvez pas suspecter un peu. Vous ne pouvez pas vous poser des questions. Vous ne pouvez pas aller signaler, mais personne ne signale. Personne ne dit quoi que ce soit. Et vous cohabitez avec eux. Quand ça se déclenche maintenant, oh, ils sont là nous tuer. Mais écoutez, mais c'est vous qui les avez protégés. Donc, ils vont vous tuer. C'est vous qui les protégez. Dabou, là, on dit village de temps, village de temps, village de temps. Mais dans ces villages, il n'y a-t-il pas des militants du RADP là-bas? Et quand ces mercenaires libériens venaient là-bas, là, les militants du RADP, là, ils ne voyaient pas ça. Ou bien ils ne voyaient pas les étrangers dans ces villages-là. Quand tu habites dans une maison, tu habites dans une cour, tu habites dans un village, tu connais les villageois, tu connais les jeunes du village, tu sais comment ils s'appellent, qui est le village, même dans une ville, vous vous connaissez. Mais quand vous voyez des gens qui sont étranges, des étrangers, ils parlent autrement, vous voyez que non, c'est bizarre. Le pays est sous tension, les Sorogium menacent, l'opposition menace, et que vous voyez des gens qui sont bizarres, vous ne pouvez pas vous poser des questions pour dire Soro menace, les Afi menacent, les Bédiens menacent. Bon, ceux-là, ils n'habitaient pas ici, mais ils sont quittés où? Et puis, dans ces temps-ci-là, ils sont nombreux dans nos villages et tout. Est-ce que ce ne sont pas des mercenaires? Ainsi, vous partez signaler à la police. Vous partez signaler les gendarmes. Pour dire, ah, il y a des gens qui habitent ici, là, mais vous ne les connaissez pas. En tout cas, ils n'habitaient pas là. Mais ils sont bizarres. Il semble qu'ils sont étrangers. La police va aller, ce n'est pas pour les arrêter, parce qu'il faudrait qu'on leur demande, on leur pose des questions. Qui vous êtes? Pour qu'ils puissent s'expliquer. S'ils sont bizarres, on les arrête. On les arrête pour les accompagner. On leur donne un mandat de dépôt afin de mener les enquêtes pour voir qui ils sont réellement. Si ce sont des mercenaires ou pas. Mais vous cohabitez avec ces gens-là. Et après, ils prennent des armes pour vous massacrer. Après, vous pleurez. Ouattara, tu es président. Mais Ouattara, il est président. Vous pensez qu'Alassane Ouattara, ses yeux-là, c'est l'œil de Dieu, ou bien ce sont les yeux de Dieu? Alassane Ouattara, il est président, bien sûr. Mais servir des renseignements, vous pensez que servir de renseignement, c'est quoi? Mais ce sont des humains comme vous. Quand on parle de servir de renseignement, là, ce sont des humains comme vous. Ils sont combien d'habitants? Au nombre de combien? Ils valent même pas 1 million. On parle de 322 462 km². Et la superficie de la Côte d'Ivoire et la population ivoirienne, tous ceux qui vivent encore, ils font 26 millions. Donc, les services de renseignement, là, les membres du service de renseignement, s'ils sont 20 000 ou 15 000 sur le territoire national, ils ne peuvent pas contrôler toute la Côte d'Ivoire. Il faudrait que vous le sachiez. Ils ne pourront pas contrôler toute la Côte d'Ivoire. Ils ne pourront pas avoir toutes les informations. Si ce ne sont pas les informations qui sont informatisées, si ce ne sont pas les informations qui viennent des appels téléphoniques ou des réseaux sociaux, ils ne peuvent pas avoir toutes sortes d'informations. Donc, lorsqu'on parle de services de renseignement, mais ce sont des personnes qui coopèrent avec la population. C'est grâce à la population que le service de renseignement retrouve certaines traces de certains voyous, de certains trucs. Mais si la population n'existe pas, comment les membres du service de renseignement vont pouvoir mener bien leurs enquêtes pour pouvoir mettre la main sur certains individus? Mais si vous qui êtes dans les villages, dans les régions, dans les villes et tout, vous coopérez avec les terroristes, les mercenaires de Soro-Guillaume, pendant que vous vous dites que vous êtes un militant du RADP, militante du RADP, et vous ne donnez pas des informations au service de renseignement. Même si vous ne les connaissez pas, donnez des informations à la police. Vous ne le faites pas. Et après, quand c'est chiant, non, Ouattara, il faut nous protéger. Mais vous là, je pense que tous ceux qui se disent qui sont militants du RADP, ils comprennent contre Alassane Ouattara. Mais tu ne peux pas dire que tu aimes ton champion et tu couvres des bandits dans un village où toi-même tu vis. Matin, midi, tu sors, tu vas au champ, tu les vois. Tu vas à la pêche, tu les vois. Tu sais que non, ce sont des têtes qui sont nouvelles. Mais tu ne signales pas.
Et quand c'est chaud, ceux-là, ils prennent des armes pour vouloir renverser le pouvoir de ton champion. C'est là que tu attrapes ta tête. Mais Ouattara, il faut réagir. Mais toi-même, tu étais où? Pourquoi tu n'as pas réagi? Même, je ne parle pas de trucs comme Bessé Djoula. S'il parle Djoula, il ne parle pas Djoula. C'est pas, je ne parle pas d'ethnie. Quelle langue il parle? C'est pas de ça que je parle. Même le Libérien, il peut parler français. Mais bien sûr, il peut parler français. Mais Libéria et vers le truc, Guitrouzon, les trucs là, c'est lié. Des Libériens qui ont déjà fait la Côte d'Ivoire, qui ont vécu là-bas, ils parlent aussi français. Les Guinéens, ils parlent français. Ils parlent Bambara. Que ce soit malien, ils parlent français, ils parlent Bambara. Que ce soit burkinabé. Quand on dit mercenaire, c'est celui qui comprend la langue qu'on envoie. On n'envoie pas quelqu'un qui ne comprend pas la langue. Sinon, ils vont l'attraper vite. Mais ce que je dis là, je dis les villages où ils ont été envoyés. Ils sont nouveaux là-bas. Ce pas des gens qui vivaient dans ces villages. Donc les habitants de ces villages-là, ils les voyaient. Ils savent que ces gens qui viennent du village, qui viennent d'arriver dans ces différents villages, sont étrangers. Pourquoi ils n'ont pas signalé ceux-là? Ou bien vous pensez qu'ils parlent même langue. Ils parlent du là, donc c'est fini. Mais détrompez-vous, hein. C'est ça, j'aimerais m'adresser à mes parents du là, ici. Parce que j'ai l'impression que vous aimez faire tout en se fond. Non, ils parlent du là, donc c'est nos frères. Écoutez-moi. Ils parlent du là, ils ne parlent pas du là. Ils n'ont rien à foutre avec votre histoire de du là. Hein. Ils parlent du là ou pas. Ce n'est pas leur problème. Ils sont venus en mission. Donc si tu penses qu'il parle du là, donc il est là pour ado, détrompe pour toi. Si tu penses qu'il parle du là, donc tu ne peux pas le dénoncer. Parce qu'il parle du là, donc c'est ton frère ou ta soeur, détrompe pour toi. Au contraire, c'est ton assassin qui est là comme ça. Donc si c'est un Guinéen, c'est un Malien et tout, Burkinabé ou Libérien qui parle du là, qui parle français, si tu penses qu'ils sont là pour toi parce que il s'appelle aussi Madou, ou bien il s'appelle Traoré, ou bien il s'appelle un truc Brahima, si tu penses qu'ils sont venus pour toi, détrompe pour toi. Soro Diom, il a dépensé assez d'argent. Les Afungés ont dépensé assez d'argent. Et ils savent où prendre les mercenaires pour tromper les militants du RADP. Parce qu'ils savent que s'ils recrutent des mercenaires qui ont les mêmes noms, Djoula, mais les Djoula ils ne vont pas voir clair. Et les Djoula de Côte d'Ivoire, là, ils vont penser que c'est leurs frères, ils vont les couvrir. Pourtant, ils sont venus même pour les massacrer eux-mêmes. Voilà le piège. Et donc, le message que j'aimerais faire passer, ce message, c'est pour m'adresser aux Djoula de Côte d'Ivoire et les militants Djoula du RADP. C'est à eux que j'aimerais m'adresser parce que j'ai l'impression, je sais, la solidarité, c'est très important. C'est important, mais à un moment donné, il ne faut pas faire la solidarité dans l'hypocrisie. Nous sommes dans une période très sensible. Je parle des Djoula pour leur faire comprendre quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui échappe ce peuple ivoirien. Le Djoula, c'est plusieurs ethnies, mais puisque je ne peux pas citer les différentes ethnies qui composent l'ensemble de ce peuple Djoula, voilà pourquoi je dis les Djoula. Sinon, il y a les Malinké, il y a les Odieneka, il y a les Sénoufo et tout. Mais les Djoula, ils se trompent. Vous savez, à Daboula, vous dites les Bressais, ils parlent Djoula. Mais au nom de leur langue commune qu'ils ont avec les Djoula de Côte d'Ivoire, je pense que les Djoula de Côte d'Ivoire les ont protégés. Vous les avez protégés, vous les avez mis sous les ailes parce que vous vous êtes dit, ils parlent Djoula, donc ce sont vos frères. Vous allez les protéger. Et qu'ils sont là pour Ouattara. Erreur. Ça, c'est une première erreur. Ce n'est pas parce qu'ils parlent Djoula qu'ils sont là pour Ouattara. Ils parlent Djoula. Est-ce que c'est Ouattara qui allait les louer de la Guinée? Ils ont été envoyés au nom de l'opposition. Donc, qu'ils parlent Djoula ou pas, ils n'ont rien à foutre avec les Djoula de Côte d'Ivoire. Ils ont même langue commune avec vous, mais ils ne sont pas là pour vous. Eux, là, c'est jetons irrégal. On leur a donné leur argent pour venir accomplir une mission. Et cette mission, si vous, Djoula de Côte d'Ivoire, vous vous mettez sur leur chemin, ils vont vous massacrer proprement et puis ils avancent. Parce qu'ils sont venus sous un contrat. Ils sont venus, ils accomplissent leur mission et puis ils gagnent le reste de leur argent. Donc, on les a payés moitié. Et l'autre moitié, une fois la mission accomplie, ils vont donner leur argent. Donc, ils s'en foutent des trucs. Non, on est des mêmes ethnies, on parle du là. Et puis ils vont faire quoi?
Ils parlent du là, et puis vous parlez du là. Est-ce que c'est ça leur problème? Ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre de ça. Donc, parmi vous aujourd'hui, parce que ce Sorogum, il est très malin. Il joue sur ça. Il joue sur ce problème-là. Il sait que les Guinéens qui parlent du là et tout, il les recrute. Et puis il les place dans les zones où on parle du là. Et donc, du coup, les Dula eux-mêmes, ils ne vont pas savoir que ce sont des mercenaires qui sont venus pour les combattre. Et donc, ils vont les protéger. Quand ils vont engager, ils vont dire, ils vont parler du là. Ils ne vont pas savoir que ce sont des Guinéens. Ils ne vont pas savoir que, voilà, ils sont là pour Guillaume Soro. Or, ce sont des mercenaires qui habitent avec eux. Ils vont boire café ensemble et tout. Ils vont tirer leur langue. Mais le Prado, c'est comment? Et vous allez leur parler. Hein? Vous allez leur expliquer, donner toutes les informations à ces gens-là. Pourtant, ce sont des espions en même temps, des mercenaires de Guillaume Soro. Mais puisqu'ils parlent la même langue, ils mangent la même chose, ils prient le même Dieu que vous, et puis ils boivent le café noir avec vous, automatiquement, vous leur faites confiance. Vous leur livrez tout. Et c'est fini. Pourtant, ils sont là préparés un coup contre votre champion, contre vous-même. Et le jour J, quand ça se déclenche, tu dis, putain, mais c'est avec lui là, je buvais café. Mais oh, pourtant, il était mercenaire trop tard. Il ne te connaît pas. C'est pas, tu ne vas pas dire mon ami. D'ici, tu vas dire mon ami, il t'abat. Il n'a rien à foutre avec toi. Il est venu en mission. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous, Dula de Côte d'Ivoire, vous qui êtes un militant du RADP, parmi vous, tous ceux qui causent avec vous, ceux qui viennent boire café avec vous, ceux qui viennent dans vos villages, dans vos villes, remarquez-les. Si tu vois que ce Dieu-là, il n'habitait pas dans ta ville ou bien dans ton village, et que tu ne l'as jamais vu, mon frère, quand ils sont nombreux, vous voyez des nouvelles têtes au Dieu-là dans vos secteurs, allez-y signaler à la police pour qu'ils puissent leur demander. Pour qu'ils puissent leur demander d'où ils viennent. Ils sont venus faire quoi là-bas? Ils n'ont qu'à montrer leur pièce nationale d'identité. Ils sont Guinéens. Les Guinéens, c'est nos frères. Ils ont le droit de venir en Côte d'Ivoire. Mais depuis quand ils sont en Côte d'Ivoire? Ils vivent en Côte d'Ivoire depuis quand? Combien d'années? Et tout. Et on va voir si réellement ils sont venus dans de bonnes intentions ou bien ils sont venus dans le but de participer à la crise que l'opposition prépare. C'est ainsi qu'on pourra démanteler ces voyous de mercenaires. Ne jouez pas sur les ethnies, parce que si vous voulez jouer sur les ethnies pour dire il parle du là avec moi, et donc vous allez les protéger, vous mettez le pouvoir de Ouattara en danger. Sorogum, il est très important, il est très intelligent, et il utilise ce côté-là pour pouvoir voiler. Parce qu'en utilisant ce côté-là, les Djoula ne peuvent pas dénoncer les autres qui parlent la même langue que la même langue. Et ils ont le même comportement, ils s'attendent, je comprends. Donc, ça sera très difficile pour les Djoula de Côte d'Ivoire de savoir qui est mercenaire de Guillaume Soro, qui ne l'est pas. Donc, si Soro Guillaume recrute les Maliens qui viennent en Côte d'Ivoire, vous pensez que les Djoula de Côte d'Ivoire vont dénoncer certains Maliens qui sont des mercenaires de Guillaume Soro? Ils vont penser que c'est les frères, ils vont les protéger. Mais pourtant, le Malien qui vient, il ne vient pas en tant que ton frère. Il vient pour te mater toi-même. Toi, tu penses qu'il est ton frère, mais non, non, non. Lui, il est venu en mission. Il a été payé. Et il va tirer ta langue. Vous allez causer, il va te poser des questions. Tu vas lui donner toutes les informations. Et suite à ça, il s'en va donner ça à son patron. Il prépare leur coup pendant qu'il mange avec toi et tout. Peut-être même c'est toi qui lui donnes chambre pour qu'il dorme. Pendant ce temps, il prépare un coup contre toi. Il est là visiter le village, les entrées, les sorties, la ville, les entrées, les sorties. Il maîtrise même la ville que toi. Il va maîtriser le village que toi. Un bon matin, il va couper ta tête. C'est là que tu vas comprendre que non, c'est un bandit. Faites très attention. Maintenant, concernant les Libériens. Si ceux-là, ils sont arrivés à Dabou, moi, j'accuse les militants du RADP. Oui, j'accuse les militants du RADP. Parce que c'est ça qu'on disait. Les gens disent non, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, tout est verrouillé, tout est bouclé. Je dis rien n'est sous contrôle, rien n'est bouclé, rien n'est verrouillé. Parce que si tout était sous contrôle, comme on le disait depuis le début, ces voyous de mercenaires libériens là, ils n'allaient pas quitter au Libéria. Traverser toute la Côte d'Ivoire jusqu'à venir au sud. Parce que Dabou c'est le sud. Après Dabou c'est la mer, c'est l'océan Atlantique.
Il n'y a pas de village, il n'y a plus de ville. Hein, tu prends l'océan Atlantique là, tu vas. C'est dans l'eau seulement tu vas, c'est dans la mer. Mais s'ils ont traversé toute la Côte d'Ivoire pour arriver jusqu'à Dabou, pour créer un siège de terrorisme et de mercenariat à Dabou, c'est la faute aussi aux militants du RADP. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas me dire que dans la ville de Dabou, là, il n'y a pas un sympathisant d'Alassane Ouattara. Parce que nous connaissons Alassane Ouattara. On sait que c'est quelqu'un qui a des militants partout. Il n'y a aucun coin, aucune ville, aucun village qui puisse échapper à Alassane Ouattara. C'est-à-dire partout, il a des militants et des gens sont galvanisés pour lui. Mais comment se fait-il que un grand siège de mercenaires se trouvant à Dabou, des militants d'Ado n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas ouvert les yeux, ou bien on les avait enfermés dans des maisons. Je ne pense pas. C'est parce que vous ne faites pas attention. C'est tout ça là qui aide Ado à se stabiliser. Si les militants ne coopèrent pas avec la police et les services de renseignement, Soro Diom et sa bande d'opposition vont réussir leur coup qu'ils préparent. C'est à nous de donner tout son d'informations. C'est-à-dire, on doit avoir la lecture des yeux. Tout ce qui bouge, tout ce qui sort, tout ce qui rentre, on doit savoir, on doit analyser. On doit être nos propres gendarmes, nos propres policiers dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages. On doit alerter, on doit être aux aguets. Dénoncer tout ce qui ne va pas. On doit remarquer, quand tu vas au champ, tu dois remarquer et dénoncer. Mais si on ne le fait pas, et qu'on reste muet, on va rester là, ils vont s'infiltrer parmi nous, avec des armes, se positionner, et un bon matin, ils vont frapper. En ce moment-là, ça sera trop tard. Ils vont s'apprendre à nous, et vouloir nous faire du mal. Ce qui se passe à Dabou, là, ce n'est pas eux tous. Hein. À Lakota, il y en a. Vous comprenez? À Lakota, ils n'ont pas pu les arrêter. À Lakota, ils ont pu s'échapper parce que vers Lakota, il y a assez de forêts. Il y a assez de forêts. Et vouloir les poursuivre dans les forêts, ça sera bien décent parce qu'ils sont armés. Donc, vous voyez, au cœur même de la Côte d'Ivoire, il y a déjà des terroristes, des mercenaires recrutés par l'opposition qui sont déjà à Lakota. Là, ce n'est pas... Lakota n'est pas à une frontière quelconque. Lakota est collé entre Divo, c'est-à-dire Lakota se trouve entre Divo et Gagnoua. C'est au milieu. Donc, c'est au milieu de la Côte d'Ivoire. Lakota n'est pas... C'est pas une ville frontalière à un autre pays. Non, vous comprenez que le pouvoir d'Alassane Ouattara est là, les services de renseignement sont là, les militaires et tout. Et des bandits ont pu traverser toute la Côte d'Ivoire pour créer Bazari à Lakota, Bazari à Dabou, Bazari à Sikensi et d'autres villes. Il paraît que même à San Pedro, ils ont créé encore truc. Donc, vous comprenez, ils ont infiltré toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Mais personne n'a su ça. Personne n'a su qu'il y avait des bandits, des mercenaires dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et donc, quand Soro disait qu'il n'allait pas avoir d'élection, c'est parce qu'il était au courant, il était informé que les villes de la Côte d'Ivoire étaient déjà infiltrées et que les gens étaient positionnés à dégainer, à commencer les hostilités. Voilà pourquoi il parlait. Vous pensez que Soro Diom il parle? C'est-à-dire, on pensait que Soro Diom parlait dans le vide. Non, c'est parce qu'on dit qu'un aveugle fait trop la bouche, c'est que son pied est arrêté sur un caillou. Et donc, quand il te dit, viens, on va se battre, c'est parce qu'il fait confiance à son pied qui est sur un caillou. Parce que quand il va arriver, il va prendre le caillou pour te lapider et te mettre au tapis. Donc, Soro Diom et les membres de l'opposition, ceux qui me suivent, ils savent bel et bien. J'ai dit, si le gouvernement laisse ces choses se dérouler, à un moment donné, vous verrez des militants qui vont avoir des armes, cacher ça et tirer sur les forces de l'ordre. Est-ce que cela ne s'est pas passé à Dabou? Mais, soi-disant, les militants aux mains nues, les Kalachnikov ont commencé à apparaître. Ils ont commencé à tirer sur les forces de l'ordre. Vous n'avez pas vu ça? Quand Guégué parle, on dit Guégué, tais-toi, tu Mais non, je préviens, parce que je sais ce qui se prépare.
Et moi, j'avertis le gouvernement, j'avertis les militants du RADP et militantes du RADP, afin que des gens puissent prendre leurs responsabilités pour empêcher ce qui se passe. Mais je vais encore citer d'autres villes. Parce que ce qui se passe à Dabo, ça, ce n'est qu'une diversion pour embêter le gouvernement ivoirien. Mais je vous ai dit que là où vont les choses, il y aura des attaques. D'ici lundi ou mardi, il y aura des attaques sur la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est infiltrée de miliciens venus d'ailleurs. Ils ont recruté beaucoup de miliciens. Ils ont recruté beaucoup de terroristes. Sans que les services de renseignement ivoiriens ne puissent les empêcher. Les services de renseignement ont empêché beaucoup. Je n'en disconviens pas. Mais ils n'ont pas pu les empêcher, eux tous. La liberté de la circulation des biens et des personnes. Lui qui rentre, il ne peut pas savoir que c'est un bandit. Donc, il voyage en tant qu'un citoyen normal. Oh, pourtant, c'est un rebelle. Il monte dans des cars, dans des transports en commun. Il monte dans des camions de bœufs pour dire, bon, ils s'en vont faire la livraison des bœufs, des moutons et tout, qui sont éleveurs. Arrivés en Côte d'Ivoire, ils restent là-bas, ils ne se retournent plus. Mais tout ça, ils ont fait rentrer des bandits pendant longtemps, sans que le gouvernement ivoirien ne prenne conscience, sans que le gouvernement ivoirien ne sache comment faire pour les arrêter, pour les empêcher. Et c'est déplorable. Ils sont déjà partout en Côte d'Ivoire. Pour moi, il faut faire un couvre-feu général pour faire un ratissage. Si ce n'est pas le cas et que le gouvernement plaisante, vous verrez dans les jours à venir. Je vous dis, dans les jours à venir, tous ceux qui vont assister à des meetings, ils seront attaqués. Ils vont les attaquer parce que c'est le plan qu'ils ont prévu maintenant. C'est-à-dire, quand le président va quelque part, les meetings qui vont se dérouler, ce ne sont plus des gens qui sont à main nue, mais des gens armés qui vont attaquer ceux qui seront à des différents meetings. Et les militaires qui seront là, ils vont les attaquer. Et donc, ça deviendra une confrontation directe. Et donc, tous les militants qui seront là, beaucoup vont prendre des balles perdues. Et la vie du président sera en danger lui-même. Et c'est ce qu'ils ont prévu dans les jours à venir. Avant que cette tournée du président de la République ne prenne fin, ils ont prévu d'attaquer un poste de meeting où le président lui-même il est en train de parler. Ils ont prévu d'attaquer. Et ils ne vont pas quitter ailleurs. C'est-à-dire la ville, ceux qui sont déjà positionnés dans la ville, c'est eux qui vont aller attaquer. Vous comprenez? Donc, ça devient dangereux. Ça devient regrettable. Je pense que le président Alassane Ouattara, ma vision, il doit suspendre les meetings et créer un couvre-feu général, demander aux forces de l'ordre de faire un ratissage en coopérant avec la population pour demander à la population de leur fournir des renseignements pour permettre au gouvernement d'arrêter tous ces individus qui ont été recrutés pour venir semer le chaos en Côte d'Ivoire. Mais si ce n'est pas le cas, et que le gouvernement ne prend pas au sérieux la sécurité, et que l'idée est sur élection, ça risque de dégénérer, ça risque de devenir autre chose. Parce que c'est ça l'erreur. En ce moment, tout le monde est concentré sur les élections 31 octobre, 31 octobre. Oui, on oublie le volet sécuritaire, on oublie tout. Et c'est dangereux. Et tout le monde est motivé pour battre campagne. Je vais bien parler du Prado, parce que je vais bien parler du Prado, je vais me faire voir. On oublie le volet sécuritaire. Et donc, tout le monde parle des projets que le Prado a, ce que le Prado compte faire pour les Ivoiriens. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Mais ce qui se prépare sur notre dos, on ne connaît rien dedans. C'est-à-dire, on ignore. On dit non, l'armée d'Ado est très puissante. Je comprends.
Mais cette armée qui est puissante là, parmi elles, il y a des... Est-ce que vous me comprenez? Il y a des individus infiltrés, des malhonnêtes, des voyous qui sont au sein de l'armée, qui sont prêts à trahir la République et rejoindre l'opposition. Et les mercenaires de l'opposition, ils sont prêts à les rejoindre pour créer le chaos. Le représentant de Guillaume Soro à Dabou, sa maison était une poudrière. Il a fallu que ces manifestations se déroulent là-bas pour que les gens sachent que le représentant de Soro, Guillaume, avait caché des armes chez lui. Et que des mercenaires étaient déjà partout à Dabou, à Sikensi, partout. Beaucoup sont rentrés dans des forêts, ils n'ont pas pu les arrêter tous. Hein. Beaucoup ont fui, ils sont rentrés dans les forêts. À Lakota aussi, ils sont rentrés dans les forêts. Et une ville que j'aimerais citer, Tabou. Il y a Dabou et il y a Tabou. Tabou est une ville non loin du Libéria. Il y a, par rapport aux sources que j'ai, il y a des mercenaires qui sont à Tabou en ce moment. Donc, vous voyez, il y a eu assez de laisser aller. Ces Libériens sont passés par où pour rentrer et s'infiltrer dans les différentes villes de la Côte d'Ivoire. Lakota, Tabou, Dabou, Sikensi, et trucs. Ils sont passés par où? Ces Libériens. Ils sont quittés au Libéria jusqu'à venir se positionner partout, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Ils sont passés par où? Ils ont fait comment? Et puis, ils n'ont pas pu les arrêter en route. Ils sont venus par milliers. Ok, si le volet sécuritaire est bien surveillé, Dieu merci. Et c'est ce que nous voulons, mais j'aimerais que un couvre-feu se fasse pour faire un ratissage. Parce que s'il n'y a pas de couvre-feu, n'importe qui passe, n'importe qui fait comment, bon, ça va être difficile de les démanteler, de les attraper. Parce que comme ils sont informés et tout, ils ne vont plus dormir dans les villages, ils ne vont plus dormir à la maison, ils vont dormir dans les forêts. En étant bien armés, ils vont s'organiser dans les forêts en étant bien armés. Pour qu'ils attendent le jour J pour que leur patron leur donne des mots d'ordre pour faire ce qu'ils ont à faire. Et c'est ce qui m'inquiète. Il faut fouiller les différentes forêts avec des chiens bergers allemands qui flairent les odeurs des terroristes, les odeurs des armes, pour arrêter ces voyous, pour les désarmer et les conduire à la Maka, tout simplement. Mais mon cri de cœur que j'ai en ce moment, c'est que le président Alassane Ouattara a trop joué avec Guillaume Soro. Vous savez, Alassane Ouattara a joué beaucoup avec Guillaume Soro. Il ne faut jamais minimiser l'adversaire qui est en face, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme. Si ce dernier, c'est comme un combat. Tu vois quelqu'un qui n'est pas en forme et toi, tu te vois pousser des muscles, tu vois que tu es bien en forme. Et ce dernier, il dit non, je vais te mettre au tapis, je vais te mettre au chaos. Je vais te défier. Mais tu dois te poser des questions. Il compte sur quoi pour me défier, moi, qui suis grand, moi qui suis un musclé, moi qui soulève les poids. Comment ce petit, comment ce petit qui n'est pas en forme, compte-t-il me défier? Tu dois quand même te poser des questions. Tu dois plus, en ce moment-là, tu dois plus l'ignorer. Tu dois plus le minimiser. Tu dois te prendre au sérieux avant de l'affronter. Parce que tu ne sais pas qui il est. Peut-être il a pratiqué, peut-être il a des médicaments, peut-être. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais en tout cas, il veut te défier. Tu dois le prendre au sérieux. Alassane Ouattara a ignoré beaucoup Soro Guillaume. Soro Guillaume est venu en Europe. Il a trop duré ici. Il a laissé Soro Guillaume sillonner toute l'Europe. Il a laissé Soro Guillaume s'organiser avec l'opposition, sans demander à la France d'extrader Soro Guillaume immédiatement. Alassane Ouattara pouvait le faire. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a laissé le petit s'organiser. Il a laissé le petit financer des bandits, recruter des mercenaires, les armées et tout. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, Alassane Ouattara est candidat. Donc, il ne peut pas demander en ce moment-là à la France d'extrader quelqu'un. Parce qu'il est considéré comme candidat, il n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas faire une note en demandant à la France, en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, d'extrader Soro Guillaume. La France va dire non, tu es candidat et tu es en campagne. Quand tu seras élu président, en ce moment-là, tu auras la légitimité de demander à la France d'extrader Soro Guillaume. Sinon, pour le moment, non. Et Soro Guillaume, il joue sur ça. Il sait qu'en ce moment, Alassane est dans les capacités de faire extrader Soro Guillaume. Et donc, Soro Guillaume, il joue sur le temps. Il ne veut pas que Alassane Ouattara soit réélu président de la République, de peur que lui, Soro Guillaume, soit extradé par la France. Et donc, il veut empêcher Alassane Ouattara. Il veut l'empêcher par tous les coups, par tous les moyens, jusqu'à ce que le 31 octobre arrive et dit que Alassane Ouattara, à partir du 31 octobre, il n'est plus, son mandat est fini, donc il n'est plus considéré comme le futur président de la République de Côte d'Ivoire qu'il dégage. Voilà le projet qu'ils ont fait. Mais Alassane Ouattara, il devrait faire extrader Soro Guillaume depuis fort longtemps. Il a trop minimisé le petit. Et c'est comme ça que Gbagbo avait fait à son temps. Et ils font les mêmes erreurs. On dit les mêmes erreurs produisent les mêmes effets. Gbagbo avait ignoré Soro Guillaume. Il avait minimisé et on a vu la suite. On a connu la suite, les conséquences qui ont suivi. Et c'est ce que Ouattara a fait. Ouattara et son équipe. Et le gouvernement ivoirien a trop minimisé Soro Guillaume. Il faisait cette déclaration, on dit non, c'est un fou. Et Soro Guillaume est fini. Il est tombé et ceci. Et puis on se moquait de lui. Au lieu de prendre les déclarations de Tening Banani en compte, non, on le minimisait. Voilà aujourd'hui des morts. Et ces bandits qu'il a mis là-bas, même s'ils ne sont pas nombreux, mais ils sèment la terreur. Mais ceux qu'ils ont tués là, ce sont des voix du RADP qui Soro Guillaume est en train de diminuer. Parce qu'en tuant les militants du RADP, il est en train de réduire les voix du RADP. Il est en train de faire endeuiller le peuple ivoirien. Mais quand il menaçait, on devrait le prendre au sérieux avec toutes les preuves dont dispose le gouvernement ivoirien. Pourquoi le gouvernement ivoirien en son temps n'avait pas fait pour que la France puisse extrader Soro Guillaume? Je ne comprends pas. C'est-à-dire, on voit le danger, on laisse le danger s'empirer. Et c'est plus tard, on veut maintenant réagir, mais c'est trop tard. C'est maintenant tard. C'est tard. On peut... La Côte d'Ivoire ne peut plus extrader Soro Guillaume en ce moment-là. Peut-être son extradition aura lieu après les élections. Mais en ce moment-là, tout le monde est considéré comme candidat. Et donc, le président en question ne peut pas faire une note pour demander l'extradition de Soro Guillaume. Et vous savez que la justice ivoirienne n'est pas respectée par la justice française. On nous minimise en Côte d'Ivoire, on minimise notre juridiction. Donc, pour que Soro Guillaume puisse être extradé, il faudrait que ça soit entre président et président pour trouver un consensus de l'extradition de Guillaume Soro. Mais ils ne l'ont pas fait. Et donc, je pense que c'est sur ce côté-là, le gouvernement a fait une erreur et le gouvernement devrait réparer cette erreur le plus tôt possible avant qu'il ne soit trop tard. Parce que minimiser son adversaire est une erreur capitale. Minimiser son adversaire est une erreur capitale. Alassane a beaucoup minimisé l'opposition. Au début, on disait qu'il pouvait. Mais voilà ce qu'ils sont en train de créer. Et une autre erreur, en disant que Alassane est prêt pour le dialogue et la réforme de la CEI. Ça, il ne faut pas céder face à ces gens-là. Parce que céder, ça leur donne encore des galons. Ça leur donne encore des étoiles, des grades. Ils vont encore dire, ah, on a fait, il a cédé. Allons-y encore plus loin. Peut-être encore il va céder. Mais quand ils feront et que le président ivoirien en question ne cède à rien, mais ils vont comprendre, ils vont rester calmes. Ils vont dire, mais écoutez, on fait, mais il ne cède pas, donc on ne peut rien faire. Laissons Ouattara aller aux élections. Mais lorsque
le peu qu'ils ont fait, le président demande la réforme de la CEI, ça leur donne des galons. Pour eux, c'est une victoire. Pour eux, il y a la peur du côté du gouvernement. Donc, pour eux, il faut encore intensifier les bêtises qu'ils sont en train de faire. Le président ne devrait pas céder. Le président ne devrait pas céder. Mais c'est une erreur encore. Et ça, vous allez voir, ça va encore les pousser. Ça va encore leur donner des galons à vouloir encore brûler des bus, des maisons, s'attaquer à des gens, tuer des gens. Pour pousser encore Alassane Ouattara à céder encore autre chose qu'il demande. On ne peut pas faire la politique sous les caprices des membres de l'opposition. Ce n'est pas la peine. Qu'ils soient d'accord ou pas, on s'en fout. Alassane Ouattara doit faire la politique qui arrange le peuple ivoirien. La CEI est bien. Le Conseil constitutionnel est bien. Pourquoi s'apprêter aux agonissements des membres de l'opposition? Il faut les laisser crier, il faut les laisser faire les tapages partout. Ceux qui vont casser quoi que ce soit vont répondre de leurs actes. Il faut arrêter tous ceux qui sont des voyous, qui sèment la pagaille partout. Il ne faut pas les laisser foutre le bordel dans notre nation. Il ne faut pas céder au chantage des membres de l'opposition. Mais ce qu'Alassane Ouattara vient de faire, c'est une erreur capitale. En voulant dissoudre la CEI pour réformer ça. En voulant donner le poste de vice-président au président Bédié. Non, il ne faut pas faire ça. Et nous les autres, on va dire quoi? Alassane Ouattara nous a promis que la CEI n'allait pas être réformée, le Conseil constitutionnel, rien n'allait être dissous, et que les élections allaient avoir lieu. Mais son discours, 2 jours après, et puis il cède, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va dire, mais apparemment, on va commencer à douter. Que donc l'opposition dit qu'il n'y aura pas d'élection. Alassane, il nous dit qu'il y aura des élections, rien ne va être changé. Et 2 jours après, il dit, bon, il va changer. Mais nous, on dit comment? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire face aux autres cyberactivistes? Quel argument on aura? Ils vont dire, votre champion ne fait que céder. Votre champion, il parle. Mais après, il cède. Et qu'il va partir. Donc, on sera inquiet. On sera inquiet. On fait comment? Mais Alassane Ouattara ne peut pas nous dire que la CEI ne va pas être réformée, le Conseil constitutionnel, rien ne va être truc, et que ce sont les tonneaux vides qui crient. Mais 2 jours après, il change encore. Il dit non, il va changer la CEI. Qu'est-ce qui pousse le président à vouloir changer la CEI? Est-ce que le président a peur? S'il a peur, que les gens ne nous le disent, pour que nous aussi, on puisse prendre nos responsabilités. Parce que nous, on ne peut pas être engagés à 100%. Et dire il n'y a pas de peur, on va tout faire pour gagner. Pendant ce temps, ceux qui dirigent, eux, ils vont céder. Or, nous, on n'est pas prêts pour céder. D'un petit Utah. On fait comment? Voilà, c'est de tout ça là que je parle. Donc, qui nous rassure? Est-ce que la CEI va être réformée? Le Conseil constitutionnel va être réformé? Les élections vont être prorogées ou rien ne va être changé? C'est ce qu'on veut. Parce que Alassane Ouattara nous a promis que rien ne va être changé. Et 2 jours après, il dit non, ils n'ont qu'à changer la CEI. Ahmed Bakeko dit ils n'ont qu'à changer la CEI et qu'ils tendent la main aux membres de l'opposition. Mais est-ce que ce ne sont pas des grades qui sont là donnés aux membres de l'opposition? Ils leur donnent des grades. Et quand c'est comme ça, mais ils sont encore suragités. Ils veulent encore faire pire pour encore ramener Alassane Ouattara à céder encore certains chantages. Donc, il faut revoir tout ça. Il ne faut pas le président ivoirien va avoir peur. Parce que s'il a peur, c'est à cause de lui, tout le monde s'est engagé dans ce combat. Maintenant, c'est à lui de nous rassurer. Il ne faut pas, il va céder. Parce que quand il commence à céder, on voit, c'est la peur qui fait ça. S'il cède, c'est que... C'est-à-dire, les membres de l'opposition, les Soro Guillaume, ils voient Soro Guillaume, ces anciens politiciens ivoiriens, que ce soit Alassane, que ce soit Gbagbo, que ce soit Bédié,
Il les connaît. Quand tu fréquentes quelqu'un, tu le connais. Si Alassane cède, Soro Guillaume va avoir espoir, il va dire, mais ça commence. Les Afi vont avoir espoir, ils vont dire, ça commence. Les Bédier vont avoir... Vous pensez que Bédier va aller à cette main tendue? Il ne va pas aller. Il va vouloir boycotter ça. Il va encore aller plus loin. Que si Ouattara veut négocier, il faudrait qu'il arrête les élections. Et encore, ils vont pousser leurs soi-disant militants. Un tonneau vide là, ils vont les pousser dans les rues pour dire casser encore plus, créer encore le désordre, crier fort pour faire peur à Alassane Ouattara. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc Alassane doit nous rassurer. Le président ivoirien doit nous rassurer. Parce que ce qu'il a dit avant-hier, je ne sais pas si ça a Thiebissou ou à Boaké pour dire rien ne va être modifié et tout. Il faudrait qu'il reste sur sa position. Il ne faut pas 2 jours après, il va changer pour dire non, je tends la main, je vais donner poste de truc au vice-présidence à Bédier et tout, au PDCI. Non, 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 on ne veut pas ça parce que nous, on a déjà parlé de ça, on a déjà lavé les autres membres qui font des vidéos comme nous, on les a déjà lavés. Maintenant, 2 jours après, le président, il change. Mais comment on peut se défendre? On va dire quoi devant eux? Mais la quiétude vient de notre côté. On commence à avoir peur. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'espère que le gouvernement ivoirien ne va pas jouer. Parce que jouer et laisser les gars et les soroïstes prendre le pouvoir est égal à la mort de tous les ministres d'Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara lui-même, sa vie ne sera pas garantie. Si ceux-là, ils viennent au pouvoir, tous les Ivoiriens doivent savoir que si ces gars, ces babos, les babos ou rien, ces haineux-là, ils sont prêts à se venger sur tous les plans. C'est-à-dire, il faudrait que ça soit dans les têtes. Maintenant, les ministres qui sont avec Ouattara, qui jouent double jeu, écoutez-moi, vous qui êtes avec, que ce soit n'importe quel ministre, bon, écoutez-moi, tous ces ministres qui sont avec Ouattara, d'autres sont honnêtes, mais d'autres jouent un double jeu. Ceux qui jouent des doubles jeux avec Ouattara, qui veulent participer à la chute d'Alassane Ouattara, si vous jouez ce double jeu, je vous dis, si l'opposition vient au pouvoir, vous allez le regretter. Parce que l'opposition ne va pas vous donner le lait. Ces opposants-là, ces aigreurs, sinon que ces aigris, ils vont vous pourchasser partout où vous allez partir. Ceux qui auront la chance iront en exil. Sinon, le reste sera tué, jeté en prison, les comptes bancaires confisqués, les sociétés des uns et des autres seront bloquées, seront vendues à d'autres sociétés, à d'autres personnes. Leurs maisons seront confisquées et tout. Vous devez le savoir. Donc, soyez honnête. Lui qui ne veut pas regretter demain, qu'il joue un franc jeu avec Alassane Ouattara. Ne restez pas avec Alassane Ouattara et jouez avec lui. Ne bouffez pas les milliards et vouloir le tromper. Parce que Alassane Ouattara vous a donné sa confiance. Il vous fait confiance, il vous a donné des postes ministériels. Il vous fait confiance, il vous a nommé comme des conseillers. En retour, si vous trompez Ouattara, vraiment, ça sera une vraie malhonnêteté. Mais sachez une seule chose. Quand tu trahis quelqu'un, lui qui vient, il ne va pas avoir confiance en toi. Il va aussi te jeter très loin parce que tu es capable de le tromper. Et donc, si vous trahissez Alassane Ouattara pour un quelconque politicien d'autre, dans le but d'avoir des postes ministériels, mes frères, sachez bel et bien qu'ils ne vont pas avoir confiance en vous. Une fois au pouvoir, ils vont vous chasser comme des malpropres. Ils vont vous éloigner de leur pouvoir. Ne laissons pas Ouattara tomber. Et Alassane Ouattara, il doit être sûr qu'il n'est pas seul. Il doit être sûr qu'il n'est pas seul. Il ne faut pas, il va avoir peur. Il ne faudrait pas qu'il cède à leur chantage. Ahmed Bakayoko, la sécurité est dans votre main. Tout ce qui se passe, j'ai l'impression que les choses commencent à vous dépasser. Ne demandez pas au président de céder quoi que ce soit. On vous fait confiance. Ne demandez surtout pas au président Ouattara. Vous êtes le premier ministre de la Côte d'Ivoire et en même temps ministre de la Défense. Donc si Ouattara cède, je pense qu'il vous a consulté d'abord avant de prendre une telle décision. Et donc si la décision a été prise par le chef de l'État, c'est qu'Ahmed Bakayoko est d'accord que cette décision soit prise.
Est-ce qu'Ahmed Bakayoko se sent impuissant face à ce qui se passe? J'aimerais savoir. Est-ce qu'Ahmed Bakayoko pense qu'il ne peut plus maîtriser la sécurité des Ivoiriens? Il ne peut plus maîtriser la sécurité du président? Il ne peut pas maîtriser tout pour que les élections se déroulent bien? Est-ce que c'est Ahmed Bakayoko qui a dit au chef de l'État: ah, monsieur le président, ce que je vois là, c'est pas bon, donc il faut céder, il faut tendre la main à l'opposition pour calmer les hostilités? Est-ce que c'est Ahmed Bakayoko qui a dit ça à Alassane Ouattara? Ou est-ce que Alassane Ouattara, c'est lui-même qui a pris cette propre décision? Si c'est lui, s'il devrait prendre une telle décision, pourquoi il nous avait rassuré la fois passée que rien n'allait changer, rien n'allait être modifié? Et 2 jours après, il change. Est-ce que ce sont ces ministres qui sont en train de tromper le président? Si oui, quittez dedans. Ne trompez pas le président. Le président nous a rassuré que rien n'allait changer. Et donc, nous sommes sûrs et certains que Alassane Ouattara ne va rien changer. Et donc, nous allons le suivre partout où il ira. Parce que sans lui, la Côte d'Ivoire, on ne voit pas une Côte d'Ivoire émerger. Sans lui, on ne voit pas une Côte d'Ivoire développée. Avec lui, nous pensons que la Côte d'Ivoire va être développée. Mais, pour finir, j'aimerais vous dire que le gouvernement ne doit pas oublier les autres villes qui sont déjà infectées par des mercenaires. Et Abidjan même est rempli de mercenaires. Je dis bien, je répète, Abidjan, la capitale, est remplie de mercenaires. Vous savez, la fois passée, quand le meeting devait se dérouler, ce mois-ci, le mois d'octobre 2020, nous sommes en octobre, si je ne me trompe pas, ils avaient dit plusieurs cas avaient été empêchés par les forces de l'ordre d'y arriver jusqu'au sein de la capitale. Mais vous savez, c'est un plan organisé par certains corps habillés, payés par l'opposition pour empêcher certains véhicules. Et ces véhicules, ceux qui s'y trouvaient, c'était des rebelles, c'était des voyous, des mercenaires. Et donc, où les cas ont été empêchés, ces rebelles sont descendus là-bas. Et donc, ils les ont distribués dans les différentes villes. Et beaucoup ont été envoyés sur la capitale. C'est-à-dire ce qui s'était passé au Félicia. C'était un argument pour déverser des rebelles au sein de la capitale, en fait. Ce n'était pas un meeting comme ils nous l'ont fait croire, en fait. C'était un plan pour envoyer des rebelles dans la capitale. C'était un moyen pour eux pour envoyer des voyous dans la capitale. Et ils ont pu faire rentrer des voyous dans la capitale. Donc, en Côte d'Ivoire, en ce moment, Abidjan est infecté. Lakota, la ville de Lakota est infectée. Je ne dis pas, je demande au Dida de quitter dans ces bêtises. Moi-même, je suis Dida. Je vous demande de quitter dans ces bêtises. Alassane ne vous a rien fait. Alassane n'a pas tué vos parents. Alassane ne vous a pas demandé de ne plus manger foufou ou foutou. Alassane ne vous a pas demandé de ne plus travailler. Quittez dans ça mes parents Dida. Dénoncez ces Libériens qui sont chez vous. Dénoncez-les pour que la police ivoirienne ou la gendarmerie ivoirienne puisse mettre la main sur eux, les juger et les condamner comme toute autre personne. Ne les protégez pas. Parce que protéger ces bandits et vouloir lancer des attaques depuis Lakota sur la République ivoirienne, vous savez que ça va coûter la vie à plusieurs citoyens de Lakota. Les Dida risquent de mourir dans ça. Je ne veux pas voir le sang d'un Dida couler en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je vous demande de ne pas être complice des membres de l'opposition. Ce n'est pas, vous n'êtes pas le coffre-fort. Votre territoire n'est pas un coffre-fort des terroristes ou des mercenaires de Guillaume Soro, d'Afrin Guessan, d'Henri Konan Bédi. Votre territoire, c'est votre territoire. Vos parents vous ont laissé ce territoire pour travailler et développer ce territoire. Votre territoire n'est pas un territoire, n'est pas un champ de bataille. Quittez dedans. Et ces mercenaires, dénoncez-les. Avant qu'il ne soit trop tard, dénoncez-les. Parce que s'il y a guerre à Lakota, c'est tout Lakota qui va brûler. Chantal Apo, je ne suis pas faux Dida, mais c'est un avertissement parce que je tiens à mon peuple Dida. Et je ne veux pas que mon peuple Dida meure.
Je ne veux pas voir mon peuple Dida dans ces bêtises. Des révolutions contre Ouattara. Vous vous révoltez contre Ouattara pour faire quoi? Lui qui veut mourir, qu'il continue. Mais en tout cas, je dis, je ne veux pas voir des Dida dans ces bêtises. Et les mercenaires qui sont remplis à Lakota là-bas, que vous nourrissez dans la forêt de Lakota. Entre Divo et Lakota, cette forêt, où vous les avez mis là, dénoncez-les pour qu'on puisse les attraper. Parce que s'il y a guerre entre eux et les forces de l'ordre de Côte d'Ivoire, Lakota sera bombardée comme il le faut. Voulez-vous que vos maisons soient bombardées? Voulez-vous que vos enfants meurent par des balles perdues? Parce qu'une guerre, il ne s'agit plus de... C'est deux personnes qui s'affrontent. Et donc, quand les balles partent, mais les balles ne voient pas clair. Là où tu n'as pas envoyé la balle, c'est la balle part. Et il y aura des victimes innocentes. Des victimes innocentes. Donc, je vous demande de quitter dans ces bêtises. Tabou. Tabou. Je ne parle pas de Dabou. Il y a Dabou et puis il y a Tabou. J'ai des informations que la ville de Tabou abrite des mercenaires. Et donc, les habitants du Tabou, je vous prie, dénoncez-les. Allez-y, signaler la police ou la gendarmerie pour qu'elle puisse prendre les mesures nécessaires pour les arrêter. N'abritez pas des mercenaires chez vous. Ce n'est pas chez vous que Soro Guillaume va lancer son offensive contre Alassane Ouattara, contre le peuple ivoirien. Soro Guillaume, il connaît chez Ouattara. Alassane Ouattara n'habite pas à Tabou. Alassane Ouattara n'habite pas à Lakota. Soro Guillaume, s'il a des problèmes à régler avec Ouattara, il sait où il dort. Qu'il aille là-bas pour dire Ouattara, voici, voici. Ce n'est pas vos villes qu'il va utiliser pour vouloir faire rébellion. Donc, c'est un avertissement. Quittez dans ça. Population de Dabou. Maintenant, je viens sur la population de Dabou. Vous, les Adjoukro. La Côte d'Ivoire aussi est à vous. Mais votre ville et votre région n'est pas un champ de bataille. Soro Guillaume a un chez lui, non? Il a fait que c'est du coup. Pourquoi il ne prend pas les Libériens, les Guinéens pour les mettre à faire que c'est du coup? Réfléchissez un peu. Pourquoi il ne les envoie pas à faire que c'est du coup? Pour faire leur rébellion là-bas. Tout simplement parce qu'il protège les habitants de Ferkessédoukou. Il sait ce que c'est qu'une rébellion. Créer une rébellion à Ferkessédoukou est égal à bombarder la ville de Ferkessédoukou, détruire toutes les belles maisons de Ferkessédoukou et créer une misère au peuple de Ferkessédoukou. Soro Guillaume, sachant bel et bien cela, a décidé de déporter, d'envoyer la guerre ailleurs, dans les autres régions, où les autres ethnies se trouvent, pour que lui, son ethnie puisse être protégée, pour que lui, sa ville et son village puissent être protégés. Et Soro Guillaume est dans cette stratégie. Et donc, réveillez-vous. Les Afi Nguessan, écoutez-moi, Afi, mais vous êtes un grand homme politique. Vous faites la politique pendant longtemps. Vous avez duré dans la politique. Et vous vous laissez manipuler par Soro Guillaume. C'est dans votre ville, Boangouanou, là. Une rébellion veut se créer. Mais réveillez-vous. Soro Guillaume qui est votre général. Dans sa propre ville, il n'y a même pas. C'est-à-dire les gens ne manifestent même pas. Ils ne cassent rien. Tout se passe bien, mais c'est chez vous, là. Soro Guillaume, il vous utilise pour vous manipuler, pour que chez vous soit un champ de bataille. C'est ce que vous voulez. Réveillez-vous quand même. Quand tu veux faire une révolution, il faudrait que là où tu es né, là, les gens de ton ethnie t'accompagnent dans la révolution. Mais tu ne peux pas les protéger. Tu ne peux pas leur dire de rester au chaud, au calme, dans la fraîcheur. Et toi, tu conduis d'autres ethnies, d'autres peuples, pour que ces gens amènent ta révolution. D'où vous avez vu ça? Tu ne peux pas dire, je prends le cas de la France. Le général de Gaulle, qui voulait libérer la France dans les mains des Allemands, et il va laisser le peuple français pour aller louer le peuple anglais pour dire, bon, moi je m'en fous des Français. Anglais, venez, on va lutter. Je m'en fous. Non, 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 non. C'est le peuple français qui doit être au devant. Et maintenant, les autres vont suivre
pour dire venez nous donner coup de main. Donc si Soro Guillaume réellement, il veut la révolution contre Alassane Ouattara, mais qu'il demande à son village, les gens de son village d'où il vient là, d'être au devant et demander maintenant les autres à le suivre. Mais lui, il ne fait pas ça. Il protège son village. Il protège les gens de sa région et c'est vous, il pousse. Vous êtes des idiots. Êtes-vous des marionnettes de Soro Guillaume? Réveillez-vous quand même. Nous sommes au 21e siècle. On n'est plus des fous. Nous sommes des humains et on est bel et bien conscients. Alors, réveillez-vous et prenez le bon chemin. Je pense que la paix va revenir en Côte d'Ivoire. Quittez les rues. Ne brûlez plus quoi que ce soit. Vous voyez, vous vous faites tuer. Vous mourrez parce que vous vous affrontez entre population et tout. C'est du n'importe quoi. C'est de l'idiotie totale. Hein? Un comportement moribond. Ces politiciens vont s'asseoir demain, se réunir et trouver un consensus. Pendant ce temps, vous êtes déjà mort. Les asticots vont vous bouffer cadeau. Est-ce que vous comprenez? Ces politiciens pour lesquels vous vous battez là, demain ils vont s'asseoir autour d'une table ronde, trouver un consensus et se saluer. Pendant ce temps, vous êtes mort cadeau. Vous êtes devenu handicapé cadeau. Pourquoi être si ignorant jusqu'à ce point? Réveillez-vous. Tu te tues pour quelqu'un qui va aller signer un consensus, qui va signer un contrat avec l'autre avec qui il ne s'attendait pas. Il t'a dit de te manifester, tu es mort cadeau. Mais tous ceux qui sont dans les hôpitaux à Dabou, qui va les prendre en charge? Soro, Afi, Bédier, non, ils ne vont même pas payer les médicaments, ils vont vous laisser crever. C'est vos propres parents qui vont souffrir pour vous entretenir. S'ils n'ont pas l'argent, vous allez mourir. Pendant ce temps, il y a des antagonistes, des gens qui vous ont envoyé. Et ceux qui vous envoient là, ils vont vous laisser dans les hôpitaux, ils vont vous abandonner. Un franc même, vous n'allez pas avoir ça. C'est malheureux. C'est malheureux. Même ceux qui font du trafic de Poupounapou, quand on les attrape, leur patron leur apporte une assistance. Mais vous, vos patrons sont incapables de vous apporter une assistance et vous êtes là, vous vous battez pour eux. Quand vous êtes touché et que vous êtes envoyé à l'hôpital, un franc même, ils n'ont pas ça. Et si vos parents n'ont rien, vous allez crever. Cadeau. Un combat qui n'a même pas de queue, qui n'a même pas de tête. C'est ce que vous menez. Quel est le sens de votre combat? Qu'est-ce que vous voulez gagner? Vous voulez gagner quoi en menant ce fameux combat? Non, le pays nous appelle. Quel pays qui t'appelle? Tu as le numéro de la Côte d'Ivoire? Le pays nous appelle. La Côte d'Ivoire nous a bipé, mon frère. Si le démon te bipe, vas-y. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire que je connais qui est en train de t'appeler. Si Tini Banani de fait que c'est du coup te bip et qui t'appelle, vas-y. Mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui t'appelle. Et donc, si tu t'en vas, tu trouves tes problèmes là-bas. Toi seul, il faut gérer. Sache que tes bêtises que tu fais là, si tu gagnes des conséquences là-bas, tu trouves des conséquences là-bas, ce n'est pas au nom de la Côte d'Ivoire. Dis-toi que c'est au nom de Guillaume Soro que tu as eu ça. Ce n'est pas au nom de la Côte d'Ivoire ou au nom du peuple ivoirien. Non. Ce sont tes bêtises qui t'ont conduit dedans. Donc je pense que je suis clair. Et j'ai l'espoir que la paix va revenir en Côte d'Ivoire et que tout va bien se passer. Et que le président Alassane Ouattara prenne toutes les dispositions pour garantir la sérénité, la paix, la tranquillité au peuple ivoirien. C'est de ça qu'on a besoin. Et j'espère qu'Ahmed Bakayoko sera à la hauteur de ces choses-là. Et il ne va pas se laisser embourber dans ça. Il ne va pas se laisser malmener par Guillaume Soro. Ahmed Bakayoko, je vous fais confiance. Soyez à la hauteur pour prouver aux gens que vous êtes fort et que vous êtes intelligent que Soro Guillaume. Mais je sais que vous êtes intelligent que Soro Guillaume, mais doublez encore d'efforts. Parce que Soro Guillaume, il n'est plus seul. Autour de lui, il y a des aigles-fins. Autour de lui, il y a des voyous qui lui donnent toutes sortes de conseils pour qu'il puisse déstabiliser la Côte d'Ivoire par tous les moyens. Donc, ils sont nombreux à mettre Bakayoko. Vous êtes seul. Doublez d'efforts, doublez d'énergie pour être toujours à la hauteur, pour les surprendre. Chaque plan qu'ils vont mettre sur pied, vous allez neutraliser ce plan-là. Et je vous fais confiance. En bac, vous êtes fort dans le domaine sécurité et je pense que vous serez à la hauteur. Toute la Côte d'Ivoire compte sur vous. En bac, ne décevez pas les Ivoiriens.
on compte sur vous. Et on sait que vous allez tout faire pour retrouver ces vandalistes qui ont créé le désordre partout, qui ont brûlé les véhicules, les maisons et qui ont commis des crimes contre l'humanité sur notre territoire national. Sur ce, on se laisse, mais je vous demande de vous abonner sur Fin des perturbateurs politiques et ainsi que partager la vidéo massivement pour qu'elle puisse toucher un bon nombre d'individus parce que la partager, c'est de sauver les vies en Côte d'Ivoire. La partager, c'est de pousser le gouvernement à savoir où se trouvent des mercenaires sur le territoire ivoirien. Sur ce, on se laisse, c'était l'incontournable, guerre compris. On est ensemble.